Bienvenue à Parle Jase Sport. C'est jeudi. J'accueille aujourd'hui Michel Galland et Réal Berthelot sur le panel pour parler de tous les sports, ce qui nous touche dans l'actualité sportive. L'émission était comme déjà commencée avant d'ouvrir les micros, mais on parlait de quoi cette ligue gentilhomme, Michel, à laquelle tu avais participé, et tu avais eu l'occasion de jouer avec des joueurs très connus, très populaires du hockey. Oui, c'est ça. Je pense que ça fait 7-8 ans de ça. Il y avait les anciens de la Ligue nationale avaient fait une tournée. Puis on avait eu la chance de jouer contre Stéphane Richer, Raymond Beau, Brian Trottier. Il y avait Gary Leeman aussi, Chris Nyland, Ron Duguay. C'est Ron Duguay qui jouait avec pas de helmet. So, c'était assez spécial. Puis, tu sais, des fois, tu attends des gars qui disent « Ouais, si j'aurais trainé plus, là, j'aurais pu faire la Ligue nationale. » Je vais te dire une affaire. On est loin d'être là. c'est incroyable. Bien sûr. C'est impressionnant d'entendre ça. Est-ce que vous aviez réussi à gagner, non? Non. Trottier avait venu nous parler entre la première et la deuxième période. Puis il dit, on va s'ajuster à votre vitesse. Il dit, si vous allez plus fort, on va y aller une petite affaire plus fort. Il dit, nous autres, tout de suite, là, il dit, on est peut-être comme à un niveau 3 sur 10. On aurait eu à dire, comme, vous pouvez rester à 3, là. Vous pouvez baisser à 2. Et puis bonjour, Réal. Bonjour. Merci encore d'être ici, présent au studio aujourd'hui pour ça me fait plaisir. PPJJ Sport. Et en début d'émission, comme à l'habitude, on va s'entretenir aujourd'hui avec Alex Saunier, l'entraîneur des Knights du Sud-Est, qui ont eu 2 belles victoires en fin de semaine dernière encore. Alors restez bien branchés, vous pourrez participer à l'émission, que ce soit par téléphone, par courriel. Joignez-vous à... Bienvenue à PPJJ Sport. Jeudi, j'ai Michel Galland sur le panel avec Réal Berthelot aujourd'hui. Et en début d'émission, on va rejoindre Alex Saunier, l'entraîneur des Knights du Sud-Est. Salut Alex. Allô. Hey, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, vous autres? Super. Content de t'avoir avec nous, Alex, pour parler un peu des derniers matchs des Knights. Fin de semaine dernière, ça a été 2 victoires en 2 contre la même équipe, les Forestiers du Restigouche-Ouest. Et vous avez fait le voyage, là, vous êtes rendu à Saint-Quentin. Oui, c'était une road trip pour l'équipe. Je pense que c'était fun pour l'équipe de passer le week-end ensemble. Puis évidemment, on a été là pour gagner 2 matchs. Puis les Forestiers ont eu ils ont eu un changement derrière le banc qui a amené une nouvelle énergie pour l'équipe. Ça fait que c'est pas des matchs à prendre à la légère. Puis on a réussi à chercher 4 gros points là-bas. Là. Oui, c'est vrai que se sont améliorés. Hein. Au début, vous aviez des victoires tellement convaincantes, mais quoique la victoire de 8-3, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup de buts que vous avez fait dans le match de dimanche. Et puis donc, ça veut dire que vous avez passé la fin de semaine là-bas. Est-ce que vous étiez parti là-bas le vendredi ou le samedi? Le samedi. Okay. Puis c'est ça, on a monté le samedi, puis on a joué un match le soir, puis ensuite dimanche après-midi. Je te dirais que c'est ça. C'est sûr que le premier match, je pense que ça fait out-shooter quand même assez, là, puis... oui, dimanche, c'était 8-3, mais je pense qu'on a été opportunistes sur nos chances. Puis, c'était 2 jusqu'à... Parce que la moitié de la partie, là, ça fait que c'était pas vraiment représentatif de la game. Là. OK, c'était en 3e période. Vous avez explosé, encore une fois, dimanche. Ouais, puis la fin de la 2, ouais. Ah, c'est beau d'entendre ça. Les Knights vont bien, là. Votre fiche, là, jusqu'à présent, c'est quoi? 11 victoires, 3 défaites? C'est excellent. 9, 2 et 1, ouais. C'est sûr que c'est ça. On avait commencé un peu plus lentement qu'on aurait voulu, mais dernièrement, ça va quand même assez bien. On sait que c'est une longue saison. On est rendu à la mi-pointe, puis on sait qu'il y a des gros matchs qui s'en viennent d'ici à Noël, puis même après Noël. Ça fait que c'est encore... Il y a d'autres bonnes équipes qui vont essayer de nous rattraper dans les standings. Là. Yeah. C'est ça. Alain, jouer 2 matchs dans 2 jours contre la même équipe. Le deuxième match, il commence à avoir du monde qui perd patience à la glace. C'est sûr, c'est comme plus comme... ça a plus le feeling de comme playoff. C'est plus familier, puis justement, c'est les gars qui ont... Je sais pas, qu'on peut-être passé des messages la journée avant, faut qu'ils répondent la journée après. Ça fait que ça fait pour plus des games émotionnels, mais je pense que pour moi, le message était clair. C'était là pour... C'était une
week-end pour que les boys gèlent ensemble, passent du temps ensemble, on reste à l'hôtel, tout ça, mais aussi faire sûr qu'on continue à jouer de la bonne manière, qu'on reste discipliné. Nous autres, ça a été certainement, je te dirais, un défi pour nous autres, plus au début de l'année, puis je pense qu'on a tourné la page, puis depuis ce temps-là, ça va bien. Oui, je vais regarder ça un petit peu, les pénalités, justement, pour le match de dimanche. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Ouais, quand même. Il y en a eu beaucoup en deuxième période. Beaucoup de pénalités en deuxième période dimanche. C'est du Junior B. À la fin de la journée, il va avoir des pénalités, mais tu veux le limiter. Puis tu veux, quand tu as des chances sur le power play, tu veux prendre avantage. Puis c'est pour ça que c'est sûr d'avoir des unités spéciales qui sont fortes. C'est assez important dans cette ligue-là. Et puis moi, ça me rappelle des souvenirs. J'adorais partir dans des tournois sportifs là, comme ça, de partir une fin de semaine, dormir à l'hôtel. Ça peut vraiment souder l'équipe encore plus. Hein. Ça amène des belles énergies. C'est l'esprit d'équipe vraiment qui rentre en force là-dedans. Là. Exactement. Puis moi, évidemment, dans mon parcours, j'ai eu la chance de jouer junior et les Wildcats, puis c'était des trips au Québec, puis ça. Puis je sais que c'est là que tu viens proche comme équipe. Puis t'as besoin de ce composant-là pour la culture. Puis on l'a vu qu'on a déjà un groupe qui est très serré, puis des expériences de même vont juste améliorer ça. Là. Hey, j'ai déjà hâte de les revoir. Ben, Alex, les prochains matchs, là, tu nous disais qu'il y en a avant le temps des fêtes et par la suite, alors peut-être de regarder l'horaire qui s'en vient, ou est-ce qu'on peut voir et quand sont les prochains matchs à domicile aussi? Là? C'est ça, 12 décembre, on joue à la maison à Cap-Pelé contre le possédant de la péninsule acadienne. OK, ça c'est vendredi prochain. OK. Oui. Excellent. Ça, c'est le match à domicile. Est-ce que vous avez. Là, on s'en va sur la route. On s'en va sur la route cette semaine à Caracal. OK. Ah, ben, on va vous souhaiter une belle fin de saison, vraiment, pour les Knights. On invite les gens à aller vous voir. Et pour le match du 12, ben, j'aurai des billets à faire tirer. Moi, 2 billets dans l'émission du jeudi, ainsi que 2 casquettes des Knights. Ben, on va aller vous encourager. Ben, bonne chance pour la suite des choses et bravo encore pour vos 2 victoires en fin de semaine. On n'est pas loin, tous les deux. Tu pourrais m'étirer. Merci, là. Hey, merci, Alex. Félicitations. Oui, bon succès. Super, ça. Les Knights qui vont vraiment bien. J'y crois. Peut-être un championnat encore là, cette année pour les Knights. Ça, ce serait merveilleux. Et puis, messieurs, premièrement, avant de parler de différents sports, dont le hockey et le beau match des Canadiens de Montréal que Michel a sûrement pas écouté, mais Réal et moi, oui. On n'a pas manqué une minute. C'était excitant, c'était excellent. Mais tout d'abord, comme la semaine dernière, je voudrais parler des petits changements chez les Blue Jays. Des changements, un ajout. On a ajouté de la profondeur à la rotation de lanceurs. C'est son nom, Cody Ponce. Ouais. On peut le dire comme ça. C'est un nouveau joueur, 31 ans, puis on l'a fait venir en Amérique du Nord. On l'a rappelé, un contrat de 3 ans d'une valeur de 30 millions. Donc, un 10 millions par année pour lui. Et je pense que ça peut apporter du bon aux Blue Jays. Oui, c'est sûr. C'est un gars qui lançait dans la Ligue coréenne. C'était le meilleur lanceur dans cette ligue-là. C'est sûr que c'est pas la ligue majeure par ici, mais il y a quand même des bons joueurs partout dans le monde. Oui. Donc, bravo aux dépisteurs des Blue Jays qui l'ont vu. Puis, tu sais, il faut ça prend une grande organisation là, pour couvrir. Il y a du terrain à couvrir au baseball. Il y a du baseball partout dans le monde. Il ne jouait pas dans la cour en arrière. Là. Non, c'est ça. Mais lui avait été sélectionné par les Brewers de Milwaukee quand même en 2015. Ouais, puis il a joué juste 20 matchs dans les ligues majeures de baseball, puis c'était en 2021. Il était avec les Pirates de Pittsburgh. Ouais, ça prend du temps à un joueur à développer. Hein. Le baseball, c'est le sport que les joueurs prennent le plus de temps. Quand on regarde un joueur qui se fait repêcher, souvent à 18-19 ans, il se rend juste au majeur à 22-23 ans. C'est 4 ans avant qu'il passe tous les niveaux. Il faut qu'il joue. Il y a 4 niveaux de baseball là, dans les jeunes. Il y a rookie ball, il y en a 5. Il y a rookie ball, low A, high A, double A, triple A, puis après ça, tu te rends dans les majeurs. Il faut que tu passes tous ces échelons-là. Le baseball, c'est tellement précis. C'est probablement un des sports le plus difficile à maîtriser. C'est précis. Tu as beaucoup de facteurs qui rentrent en compte aussi durant le match. Tu vas avoir le soleil, tu vas avoir le vent, tu vas avoir la pluie, tu vas avoir des signaux. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération dans le baseball. Vous me faites vraiment découvrir le baseball cette année. Moi qui ne regardais pas beaucoup, puis là, j'ai regardé les séries des Blue Jays. Puis... Imagine comme un receveur.
Un receveur, c'est lui qui gère pas mal le match, là, qui colle la game. Mais il faut qu'il connaisse tous les joueurs de l'autre équipe. C'est lui qui va décider si c'est une balle courbe ou si c'est une balle rapide qui s'en vient. Le lancer va tuer haut inside, low outside. Ouais. Mais des fois, le lanceur n'est pas content. Hein? Je regardais chez Ohtani, à un moment donné, il se faisait dire des signaux par le receveur, puis il disait non. Non, les meilleurs lanceurs, là, ils se cassent pas trop la tête. Si le catcher call une fastball, ben, il va tirer une fastball. Ouais. Gary Carter, Steve Rogers, souvent ça se boudait, ces deux-là. Gary Carter, c'était un des grands receveurs. Puis Steve Rogers, c'était un bon lanceur. Moi, je trouve qu'il écroulait souvent sous la pression. Là. Ouais. Mais il faisait des grimaces, ça n'avait pas de bon sens. Il n'y a pas de clown de même. Là. Mais non, sérieux. Là. Puis là, des fois... Là, je sais pas si c'est lui qui sentait pas le lancer ou quoi. Mais là, Gary Carter, il faisait un signal, puis il faisait non. Après 2 ou 3, là, Carter faisait ça de même, puis shoot, là, si tu voudras m'empoigner. Ouais, des fois, le catcher, là, juste pour écœurer le lanceur, là, il disait au frappeur, hey, ils s'en viennent fastball. Ouais. Oui. Puis là, il t'en marchait le 400 pieds, là. Puis après ça, il allait dire au pitcher, là, la prochaine fois, tu vas lancer ce que je vais te dire de lancer. Oui. Ils font ça souvent avec les nouveaux pour leur casser le caractère. Ouais. Les receveurs, ils ont tout un rôle à jouer. En tout cas, je savais pas que c'était à ce point-là, par contre. Vous m'apprenez que... Les receveurs, c'est comme le goaler de quasiment. C'est même plus que ça. C'est plus que le goaler. Parce que... Il mène vraiment la game parce qu'il prend plein de décisions importantes. Ouais. Ben, lui, il reçoit ses signaux du coach. Ah, OK. Puis là, à un moment donné, le coach va faire signe aux joueurs, tassez-vous par la gauche, parce que lui a tendance à pitcher à gauche. Lui, il faut qu'il s'ajuste. Il va essayer de s'arranger pour que le prochain lancer qui s'en vienne s'en aille dans cette direction-là, parce que le terrain est couvert. Ouais. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses. Là. Il y a tellement de choses. Donc, c'est un sport stratégique, carrément, le baseball. Ouais, je dirais 80-90% que c'est stratégique. Puis le restant, c'est le talent du gars. Incroyable. Je savais pas que c'est à ce point-là. Le receveur donne le signal au pitcher. Puis dans cette séquence-là, l'arrêt-court, lui, il voit le signal parce qu'il n'est pas trop loin du receveur. L'arrêt-court donne le signal au voltigeur. Puis là, les voltigeurs savent, OK, ça va être une pitch inside. Une pitch inside, tu sais que le gars, s'il la frappe, il va la frapper, il va la pull. Les voltigeurs vont se mettre un petit peu plus d'un bord ou de l'autre. Ils vont tricher un peu parce qu'ils savent que c'est par là que la balle s'en va. Parce que le lancer, si le lancer est à l'intérieur, la balle s'en va d'un tel bord. Puis si le lancer est de l'autre bord, ça va aller plus au centre ou plus à l'opposé. Puis là, est-ce que le frappeur, lui, il analyse ça, les mouvements qui peuvent se passer sur le terrain pour essayer de comprendre les signes qui se sont envoyés? C'est ça, c'est une game de cat and mouse. C'est ça. Mais moi, je jouais sans chanson. Souvent, les gens, comment ça a attrapé ce balle-là? J'ai dit, je savais qu'elle allait là avant qu'elle était frappée. Souvent. Parce que tu savais que le lancer allait être envoyé. Oui. Okay. Puis ce qui arrive, c'est que moi ici, je joue en chanson. On en a parlé à la première émission que j'ai venu ici. Ouais. Puis ce qui arrive, c'est qu'aussitôt que le contact est fait, tu sais où la balle va taper. Fait que t'es déjà parti à courir, là. Ouais. OK. Avec le contact, on voit la trajectoire qu'on va faire. C'est comme la balistique dans le cerveau. Ah oui, c'est automatique. Et c'est le support et tout. Faut que le chanson, il supporte faut qu'il supporte les deux autres voltigeurs. Oui, c'est lui qui lead le champ. Oui, mais si que la balle s'en va d'un bord, faut que le chanson y aille et tout. Faut qu'il couvre du terrain. Oui, parce que si le gars la manque la balle, il est là. Le pitcher et tout, c'est lui qui back up le catcher, il back up au first, au third, comme. Il faut que tu sais allumer, là, au baseball. Oui, t'arrives pas là avec 3-4 lignes de côte dans le nez. Faut que tu sais concentrer tout le temps. Parce que chaque pitch, il y a différentes situations qui anyway, moi, j'aime la game de baseball. C'est pour ça que je dis que quand tu regardes un match dans un stade, puis tu le regardes à la télévision, il y a autant... c'est pas pareil pantoute. Tu manques beaucoup des signaux qui se relaient sur le terrain, comme vous disiez. Quelqu'un qui a joué au baseball puis qui va te garder une game de baseball, là, il trippe. Tout ce qui se passe sur le terrain, moi, je trouvais jamais mieux ça que de watcher le lanceur lancer, là. Ah ouais, hein? Ah, c'était... Là, je checkais les stratégies, puis j'essayais d'amener ça dans notre game, dans nous autres, quand je jouais, là.
Ouais. Ouais. Vous me donnez une nouvelle vision du baseball. Hey, mais là, dans la saison morte jusqu'à présent, pour ce qui est des Blue Jays, là, ils se sont quand même assurés les services de 3 lanceurs partants. En plus de Ponce, là, nouveau, il y a Shane Bieber qui a choisi de rester à Toronto. Ouais. Il y a Dylan Cease qui avait signé un contrat, on en avait parlé la semaine passée, de 7 ans, une valeur de 210 millions. Puis les options dans sa rotation de partants, pour l'entraîneur des Blue Jays, il inclut quand même Gossman, Trey Savage qui a été phénoménal. Ouais, Berrios, c'est là et tout. Ouais, Eric Lauer. Lauer promet d'être dans l'enclos des releveurs. OK. Mais Il y a un autre qui s'appelle mais- Bolin Francis. Ouais, lui, c'est un jeune. L'année passée, je pense qu'il était blessé. Il y a un autre argent libre, Sir Anthony Dominguez. J'espère qu'ils vont leur signer parce qu'il est vraiment important, lui, dans le back-end. Mais tout ça pour dire que dans le baseball, là, on l'a vu dans les séries mondiales, là, c'est le pitching. Et à la fin de la journée, ce qu'a coulé les Blue Jays, c'était Yamamoto. C'était le pitching des Dodgers. Il y en avait un de plus. Ouais, C'était tellement proche, là, la marge. Ouais, c'est Yamamoto, puis le fait qu'il essayait de faire le gros jeu. Ouais. Tu sais, si... des fois, là, un coup filé ou un... Un amorti sacrifice, là. Non, tu choques ton bâton, puis tu essaies de passer ça juste par-dessus le deuxième ou l'arrêt-court. Tu sais, c'est entre les deux, là. Ouais, ben c'est ça que les Blue Jays ont fait, par exemple. Les Blue Jays étaient beaucoup plus small ball que les Dodgers. Les Dodgers se fiaient beaucoup au circuit, puis à la fin, les Dodgers ont frappé plus de circuits, puis c'est pour ça qu'ils ont gagné, mais... Les Blue Jays il y avait toutes des moyennes de 350, 400. Ouais. Ils ne cherchaient pas à frapper des circuits. Ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui ont été manqués par manque de pratique. Ouais. Tu sais, D'après moi, le plus gros jeu, c'est le jeu au marbre, là, qui était serré, il là. était serré de 6 pouces. Là. Mais le gars qui était au 3e but, je me souviens pas c'était qui, là. Mais il n'y avait pas assez d'avance. Il aurait pu prendre beaucoup plus d'avance que ça. Ah, le joueur de 3e but, il était un bon 10 à 15 pieds du 3e but. S'il savait avancer un petit peu plus proche du marbre, aussitôt que la balle est frappée, lui, il s'en allait au marbre. Il n'y avait pas de choix. Les buts étaient remplis. Mais s'il y avait eu un avant, je pense que c'était Kiner Falafella. Je pense que c'était lui qui était là. S'il avait été un petit peu plus agressif, ses buts, là, les Blue Jays gagnaient la Série mondiale. Il était quasiment collé sur le 3e but. Il n'y avait pas d'affaire d'être proche de même. Il n'y avait personne là. Surtout que c'était les derniers à se présenter au bâton. Fait que moi, j'aurais pas la chance, en tout cas. Là. Ah oui. Et ça, vous l'aviez remarqué en écoutant le match? En direct? Ben oui, le dernier match, là, le 7e match, là, si vous vous souvenez, les buts étaient remplis. Puis je pense qu'il y avait juste... En 9e match, il y avait un retrait. Il y avait juste un retrait. Ça veut dire que, tu sais, un grounder, là, il faut que tu fonces par le marbre. Là, comme... Mais Petros a arraché la tête. Mais le joueur de 3e but, il jouait loin du 3e but. OK. Mais pourquoi qu'il ne prenait pas une plus longue avance? Il n'y avait aucune chance qu'il allait lancer au 3e but pour essayer de le mettre, faire un retrait. Il était bien trop loin. OK. Ça, c'est vraiment ça le jeu clé de ce game-là. Ce qui a fait la différence. C'est ça qui a fait la différence parce que là, ils ont été au marbre, puis le jeu était tellement serré, on pensait que les Jays avaient gagné, mais finalement, la reprise a montré qu'il en manquait, il était à une fraction de seconde. Oh, C'était le plus gros match. Un demi-pouce, un pouce. C'était le match le plus intéressant que j'ai vu dans ma vie. Ça fait longtemps que à je ce point-là, regardais. puis il y avait Marc Vautour qui me disait la même chose. Il y avait C'est vraiment... le 7e match, là, puis c'est tellement proche là, qu'une équipe gagne. Il menait par quoi? 2 points, je pense, dans la 8. Ouais. Puis le baseball, c'est qu'on parle de Monday morning quarterback ou armchair quarterback. Le monde, tout en prêt de questionner le manager. Il aurait dû laisser lui là. Il aurait dû le laisser plus longtemps. Il aurait dû l'enlever. Vraiment, ce match-là, le manager a managé un match parfait. À la fin de la journée, c'est les joueurs qu'il faut qu'ils livrent la marchandise. Oui, ça peut être un mauvais signal de l'instructeur au 3e. Lui, normalement, il aurait été censé de voir que le gars du 3e but était loin. Il aurait dû aller y dire, oui. Il aurait dû dire au gars, hey, avance-toi, là. Avance. Ça a dû se parler là, par la suite là, quand on a fait le compte-rendu des parties. Puis... Parlant du baseball, c'est sûr que Pete Rose est mort. Hein? Pensez-vous qu'il devrait le laisser rentrer dans le temple de la renommée? Moi, là, s'il n'avait pas assez de guts pour lui donner son titre ou le rentrer au Hall of Fame quand il était vivant, là,
Moi, je voudrais rien savoir. Ça qui est le plus... je trouve ça qui est le plus triste dans cette affaire-là, c'est que le baseball, parce que ce règlement-là, ça date de longtemps. C'était les Chicago White Sox dans les débuts des années 1900. La mob s'était infiltrée dans l'équipe dans le temps de la Série mondiale. Ouais. Puis il y avait plusieurs joueurs qui avaient accepté de l'argent. Oh. Puis là, l'équipe a perdu. Mais il y avait un des joueurs, c'était Shoeless Joe Jackson. Lui, il a frappé comme 400 kicks. Ouais. Mais dans ce temps-là, le commissaire du baseball, il a suspendu à vie toute l'équipe. On appelle ça le Black Sox Scandal. Ouais. Puis Shoeless Joe Jackson devrait être dans le temple de la renommée aujourd'hui. C'était un des grands joueurs dans son époque. Mais tout ça pour te dire, c'est qu'on ramène ça aujourd'hui. Regardez comment est-ce que le gambling est rendu très, très prévalent dans tout le sport. Donc, le baseball puis tous les autres sports, ils font énormément d'argent. Ils ont énormément de revenus qui viennent des lotos ou des tirages. Du gambling. Parce que, on voit un match de baseball, mais on voit des annonces de DraftKings à tous les 2 annonces. Au hockey. Ou Bet365 ou whatever, tu sais. Oui. Mais pourquoi qu'on accepte tellement d'argent du gambling, mais là, quand les joueurs... Il y a des joueurs qui se sont fait pogner là, il n'y a pas longtemps. Ben, Otani s'est fait pogner en décollant. Là. On ne peut pas vous attendre. On peut pas... Des joueurs qui se sont fait prendre à gager. Oui, il y en a un joueur de basketball. Il y a un joueur de basketball. Tu sais, il y a des bets que tu peux faire, c'est over-under. Ouais. Donc, ce joueur-là, je pense que le over-under pour la soirée, c'était comme 10,5. Qui veut dire que s'il faisait plus que 10 points puis que tu avais betté le over, ben, tu gagnais ta gageure. Mais il y a des gens de la mafia qui ont donné de l'argent là-dedans. Puis le joueur, eux autres, il y a eu beaucoup de bet under juste avant la game. Mais là, eux autres, ils savent, là, comme DraftKings, puis ça, puis là, ils donnent cette information-là à la Ligue majeure ou à la NBA. Puis le joueur en question, qui s'est fait pogner, il avait dit au gars de la mafia, il dit, garde, il dit, inquiétez-vous pas, quand je vais être rendu à 6-7 points, là, ben, je vais faire semblant que je me suis fait mal au pied. Puis là, il a sorti de la game. Il n'a pas fini la game. Ouais. Mais, tu sais, la Ligue était au courant pareil parce qu'il y a eu tellement de gageures d'un beau. Ouais, ils le voient aller, c'est ça. Fait que là, ils peuvent, ça arrivait avec deux lanceurs du baseball des Indiens. Emmanuel Clase, c'était un des meilleurs releveurs de tous les temps. Si on regarde ses statistiques, là, il y a une moyenne de points mérités de comme 1,5 à vie. Mais lui, les gens gageaient que son premier lancer de la game allait être une balle. Mais si tu regardes, il y a eu une séquence de comme 6 ou 7 games, là. Les premiers lancers de la game, c'était des balles, mais c'était des balles pas à peu près, c'était des lancers dans la terre. Oui, il fallait que... Puis là, ils se sont aperçus qu'il y avait énormément de monde qui gageait que ce que ça allait être une balle, son premier lancer. Donc, ils sont capables de déterminer là, si un joueur est compromis ou pas. Mais ce joueur-là, là, il est banni à vie. Il ne rejouera jamais de nouveau, puis je pense qu'il a comme 26 ans. Puis il gagnait comme des 15 millions par année. Pourquoi qu'il était faire ça, tu sais? Ouais. C'est déplorable. Ça revient à la question que je me suis toujours posée. Ça te prend combien d'argent pour être heureux dans la vie? Ouais. Moi, là, mes factures sont payées. Je peux me payer un restaurant de temps en temps. Je suis bien content. Maintenant que ça y prend... Tiens, on va parler de hockey, justement, avec Matheson. Il a laissé peut-être 1,5 million sur la table parce qu'il était heureux d'être à Montréal, parce qu'il voulait pas déménager sa famille. Lui, là, il y en a de l'argent dans ses poches. Il n'a pas besoin d'aller chercher 12 millions par année. Mm-hmm. Tu sais, il sera pas... Demain matin, là, il n'attendra pas le premier là, pour aller chercher son chèque. Là. Ouais. Puis il n'est pas le seul là, qui a laissé de l'argent de côté dans les derniers temps. À Montréal, c'en est plusieurs, donc... Ouais. Ils doivent avoir bâti vraiment une belle culture dans cette équipe-là pour que les joueurs veulent rester. Ouais, on voit que ça se tient. À un contrat qui est moindre que ce qu'il aurait pu avoir sur le marché des agents libres. T'as Goulet, je le trouve fragile, mais attends, il a accepté moins d'argent qu'ailleurs. Après ça, t'as Dobson, qui aurait voulu avoir un 12 millions là-bas puis qui a accepté 9,5. Tu vas me dire, c'est encore de l'argent qui n'est pas inquiète pour payer son épicerie, là. Ouais. Après ça, t'as Matheson. Le fait que le premier trio ait signé
Puis le premier trio, là, ça commence à être un premier trio, là. Ouais, on a ramené Slavkovski hier Ouais. sur le premier trio. Puis Slavkovski, il est bon là, là, d'un dernier temps, Slavkovski. Slavkovski, là, je pense qu'ils ont passé un signal en mettant Demidov à sa place, là. Puis il a été avec 2 jeunes, puis c'est là qu'il a commencé à travailler dans les 2 sens. Puis hier, il a amené ça dans le game. Hier, moi, je le watchais travailler, puis je disais, c'est pas le gars que je connais, là. Non, il est bon. Puis les matchs précédents aussi. Les 3-4 matchs Les 3-4 précédents. derniers matchs, Slavkovski était beau à voir. Il a pris de l'assurance. Il est plus charismatique, même, sur la glace. Un gars qui manque, là, puis je pense que quand l'échange a été fait, là, les gens de Montréal étaient très contents. C'est Emil Heinemann. Oui, il était Ce bon. gars-là, il marche puis pas à peu près avec les Islanders. Moi, là, j'ai toujours eu... Ça fait longtemps que je watch les Canadiens. Là. Ça fait longtemps. Là. Ils vont chercher un joueur, puis ils le mettent à une autre position. Tu vas le chercher parce que c'est le meilleur joueur de centre. Fallait donc jouer au centre. Comment ça serait que ça à 4? Ouais. OK? Fallait jouer qu'il apprenne sa job. Quand il va avoir prouvé qu'il est meilleur que le 3e, monte le 3e. Quand il va avoir prouvé qu'il est meilleur que le 2e, monte le 2e. Fait que c'est ça que j'aime pas des Canadiens. Ils ont perdu ce joueur-là. En tout cas, l'avenir va le dire, là, mais... Oui. Eh bien, puis on va en reparler de hockey avec vous, messieurs, mais j'ai aussi une autre petite affaire de baseball. Après la courte pause, là, le retour des expos, j'ai lu que c'était tout à fait possible. Il y a un homme d'affaires qui est vraiment sur le projet de faire revenir les expos à Montréal. Est-ce que vous y croyez à un retour des expos au baseball majeur? Appelez-nous pour nous dire votre avis. C'est le 506-532-0133. Si vous voulez commenter les Blue Jays, ce dont on a parlé jusqu'à présent, ou les prochaines nouvelles de hockey, les lignes sont ouvertes. Et par courriel, écrivez-nous à ppjj@cjse.ca. De retour à Parle Jazz Sport en compagnie de Michel Galland et Réal Berthelot aujourd'hui. On va parler de hockey dans quelques minutes, bien sûr. Et si vous voulez partager la discussion avec nous, les lignes sont ouvertes. C'est le 506-532-0133. Mais juste avant le baseball, l'homme d'affaires en question qui voudrait relancer les expos, il dit que si le baseball majeur est d'accord à avoir une équipe à Montréal, lui, il trouverait le financement sans problème. Il dit il n'y a pas de trouble. Il s'appelle Ashkan Karbach-Frouchan, si je le dis comme il faut, mais c'est à peu près ça, un homme d'affaires. Mais lui, il dit que c'est un investisseur, il parle à beaucoup de gens, puis dans son réseau, qui est global, il y a des gens aux États-Unis, Europe, Asie, Moyen-Orient, qui ont de l'argent. Et lui, ce qu'il a dit, monsieur Karbach-Frouchan, que l'argent, c'est comme de l'eau, il y en a qui coulent quelque part. Mais il serait prêt, lui, il est certain qu'il pourrait avoir le financement pour une équipe des Expos. Y croyez-vous? Anything, que le baseball majeur en voudrait. Comme on dirait, là. Ouais. C'est... Je sais pas si on parlait d'expansion. Le baseball, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu. Ça fait longtemps. Je pense que la dernière fois, c'était en 70. Dans ces années-là, en tout cas. Ouais. Puis le baseball, avant qu'il y ait de l'expansion, il y a un gros morceau qui a besoin d'être réglé. Le contrat du baseball avec les joueurs, le Collective Bargaining Agreement, il reste 1 an. Ouais. Puis il y a beaucoup de propriétaires aujourd'hui qui sont vraiment pas contents parce que les Dodgers, puis les Mets, puis d'autres équipes dépensent des montants de fous pour des joueurs. Quasiment 1 milliard. Il y a beaucoup de propriétaires qui sont vraiment pas contents que les Dodgers ont carte blanche à signer les meilleurs joueurs japonais, puis que c'est eux autres qui gagnent tout le temps. Donc, attendez-vous qu'on pourrait avoir une grève l'année prochaine dans le baseball. Okay. Ça serait un gros dossier à régler avant de penser. Mais tu parlais d'expansion, mais est-ce que les expos, ça serait possible un déménagement? Est-ce que ça existe, ça, dans le baseball? C'est très, très rare qu'une équipe déménage dans tous les sports professionnels. C'est arrivé avec eux autres, là, mais c'est rare. Oui, c'est rare. C'est que ça qui va arriver l'année prochaine. Il y a beaucoup d'équipes qui vont pousser pour avoir un salary cap. C'est le seul sport professionnel qui n'a pas. Ouais. Attendez-vous qu'il va y en avoir un dans le baseball, mais un des gros problèmes aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes on les appelle dans les petits marchés. Et souvent, c'est des propriétaires qui ont quand même de l'argent en masse, mais ils ne veulent pas dépenser. Ouais. Avez-vous déjà regardé ce qu'est le dernier agent libre que les Pirates ont signé? Ça va loin, là. OK. Ils ne dépensent jamais. Pour quelle raison?
Parce que pour le propriétaire des Pirates, ce qui est le plus important, c'est la profitabilité ou c'est l'argent qui fait. C'est pas de mettre un produit de qualité sur le terrain. Donc, les meilleurs joueurs qui passent par là, quand ils ont 25, 26 ans, souvent, avant de signer le gros contrat, ils vont les échanger. Les Tampa, c'était pareil. Les Rays, ils ont perdu tellement de bons joueurs, mais parce qu'ils étaient vraiment forts en dépistage puis en développement de joueurs, ils ont souvent réussi à garder une équipe compétitive. Regardez les Athletics, ils sont plus à Oakland, là, ils vont déménager. Ouais. Cette équipe-là, c'est l'exemple parfait. Avez-vous déjà regardé le film Moneyball? Oui. Ben, il y avait avec Brad Pitt, hein, qui Brad Pitt, c'est bon, ça. Jonah Hill. C'est ça, fait qu'il réussit à monter une équipe là, qui coûte presque rien. C'est ça, le film. Hein? Ben, c'était le film, puis ça parlait beaucoup de... comme les statistiques dans le baseball, là, les advanced metrics. On voit beaucoup ça dans le sport aujourd'hui. Hein? Là, on appelle ça les analytics. Mais lui, il regardait, puis il disait, regarde, on va aller chercher des joueurs, puis moi, je suis quasiment de la même façon. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on a des poules de baseball. Un joueur, je vais donner un exemple, Ichiro. Ichiro était bon, hein? Puis il parle d'Ichiro comme si c'était le bon Dieu comme joueur de baseball. Moi, je dis, OK, il était bon. Mais Ichiro, il ne soutirait jamais de but sur balle. Jamais. Donc, ça limitait vraiment sa valeur au bâton. C'est un gars qui frappait quasiment rien que des simples. Puis il volait des buts. Il était fort en défensive et tout. Mais ce que le manager, dans ce temps-là, le Billy Beane, qui était le DG des Athletics, il recherchait des joueurs que le on-base percentage était élevé. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est le pourcentage de fois qu'il te rend au premier. OK. Donc, le fait d'avoir un bon œil au bâton, de pouvoir aller soutirer des buts sur balle régulièrement, ça a un gros impact sur le montant de points que tu vas marquer comme équipe. OK. Okay? Puis aussi, ça a un gros impact sur... On va pouvoir sortir le lanceur de l'autre équipe plus vite. Ouais. Puis rentrer dans le bullpen. Puis si on est capable de sortir le lanceur de l'autre équipe dans 4 ou 5 manches, quand on rentre dans le bullpen dans 5e, 6e, ben là, on a des bonnes chances de marquer encore plus de points parce qu'on se bute à pas... Tu sais, des lanceurs qui sont inférieurs. Mm-hmm. Okay? So, ça, c'est comme le concept de Moneyball, puis les meilleures équipes, puis on a vu les Blue Jays, c'est l'exemple parfait. Les Blue Jays, c'était pas une équipe qui avait beaucoup de retrait au bâton. Ouais. Dans les séries, là, j'ai remarqué ça avec cette équipe-là. Donc, quand les Dodgers ont eu la misère contre Toronto. Parce que les Dodgers, les lanceurs, c'est des lanceurs qui... Le stuff est vraiment bon, les balles courtes, puis les sliders, puis ça. Mais les Blue Jays, c'est lancé moins souvent. Après, c'est lancé là. Il y avait plus de patience au marbre. C'était ça, vraiment... les Blue Jays, là, c'était ça, le gros avantage, puis ils ont marqué énormément de points dans les séries. C'est comme ça qu'ils sont rendus avec une équipe peut-être moins talentueuse. Plus travaillante. Mais plus smart. Ouais. Le coach a bien coaché. Oui. Puis le coach des frappeurs a fait une méchante bonne job aussi. De faire comprendre à un gars qui peut claquer 50 circuits, garde, tape-en juste 25-26, là, mais présente-toi au premier 2 fois plus souvent. Oui, c'est ça. Le gars qui frappe 35 circuits, mais il fait rien d'autre. Il donne pas de valeur. Moi, je compare ça, c'est comme le joueur de hockey, vous connaissez Erik Karlsson? Oui. Karlsson, il a marqué 80-90 points. Il gagne pas avec, pareil. Parce qu'il est pourri en défensive. Il est pourri en défensive, puis il est selfish. Ouais, tu gagnes pas avec des gars de même. Ça prend tu des vends joueurs un qui défenseur jouent, numéro 1 qui va payer 12 millions, là, ben, donne-moi Drew Doughty ou donne-moi Duncan Keith. Un gars qui va jouer des deux bords de la glace. Ouais. Un gars qui va jouer 25 minutes, mais il va jouer contre le meilleur trio de l'autre équipe. Le fameux 200 pieds. On dit les joueurs qui jouent 200 pieds. Ceux qui sont aussi bons en défensive qu'en offensive. Normalement, on ne dit pas ça d'un défenseur, là, mais... C'est vrai, c'est un attaquant. Un défenseur qui joue 200 pieds, mettons que c'est lui qui... Il n'y a pas d'affaire. Lane Hudson joue 200 pieds. Lane Hudson joue 200 pieds. Oui, certain. Mais ils sont plus rares. Mais donc, tu me disais ça, Michel, parce qu'une expansion, avant d'avoir ça, il faudrait penser à changer des règles puis à arranger ce fameux cap salarial pour le baseball. Mais ce qui avait donné je veux juste dire, ce qui avait donné l'idée, en tout cas, qui a poussé l'homme d'affaires dont je t'ai parlé à parler de ramener les expos, c'est toute la nostalgie qui a été engendrée. Je sais pas si tu as regardé le match qui était avec les chandails canadiens nordiques.
Ouais. Ben, il y a eu un documentaire sur Netflix, là, Who Killed the Montreal Expos. Ah, j'ai pas vu ça. Ça a comme réveillé la discussion, réanimé la discussion. Il faut que j'écoute ça. Mais ça qui arrive avec un cap et un floor, là, ça permettrait à une équipe comme Montréal, parce qu'on a aussi le dollar. Hein? Le dollar a un impact. On paye un dollar canadien pour aller regarder les matchs. Puis les joueurs sont payés en américain, puis il y a tout ça, là. Mais avec une meilleure structure, puis mettons que ça arrive, là, qu'il y a une grève l'année prochaine, mais il va y avoir un gros manque de revenus pour plusieurs équipes, parce qu'il n'y aura pas eu de baseball, tu sais. Donc, il y a des équipes qui vont avoir des pertes. Comment est-ce qu'on compense pour des pertes? Ben, on fait une expansion. Tu sais, c'est ça qui est arrivé au hockey après la grève. Après la grève, ils ont fait des expansions. Une équipe qui paye 600 millions ou 750 millions pour rentrer dans la Ligue, ben, ça fait 25 millions pour tout le monde. À cette heure, c'est 2 milliards. À cette heure, c'est 2 milliards pour rentrer dans la Ligue. 2 milliards américains. Ouais. Fait que ça donne quasiment 3, 2,8 à peu près canadiens. Donc, le contrat, ça a-tu été avantageux pour les propriétaires? Bon, je pense que oui. Parce que si les valeurs de ces équipes-là augmentent de façon drastique, ben, c'est parce que ils payent le pourcentage qui s'en va aux joueurs, il a baissé. Je pense que dans les 3 dernières années, la valeur des équipes a augmenté de 108 %. Oui. Ben oui, c'est pour ça qu'on voit le cap aussi qui va monter de beaucoup. Ouais. Parce qu'il avait été comme gelé après la pandémie. Là, il avait été obligé de faire comme un gel. Oui, pendant 2-3 ans. Oui, parce qu'il y avait il manqué de revenus pendant un an. Puis là, il y a la convention collective, elle, qui se rend en 2026, fin 2026, là, pour les joueurs de baseball. Baseball majeur, il reste 1 an, oui. Ouais. Puis ça va avoir une influence. Il faut voir si le baseball se porte bien rendu là, quoi. Ben, le baseball, financièrement, il se porte bien, mais quand il y a une grève, là, les propriétaires, ils sont forts sur le message, puis ils vont dire, on a besoin de régler ceci, puis on a besoin de régler ça. Mais le problème dans le baseball, c'est qu'il y a quelques propriétaires dans le passé. Steinbrenner, c'en était un. Lui, là, il voulait rien savoir d'avoir un salary cap. Parce que les Yankees dépensaient bien plus que toutes les autres équipes. Puis il y a un gros avantage de revenus. Il veut pas un salary cap, ça vient avec un partage de revenus. Parce qu'il faut que tu aies un cap, ça marche pas si il n'y a pas de plancher non plus. Puis c'est pas tout le monde qui veut sortir 100 millions dans sa poche puis le donner aux voisins. Oui, parce que les autres, ils bagarrent, il fait l'argent, mais il la dépense même pas. C'est pas mon problème, ça, s'il veut pas dépenser sur son équipe. C'est pas mon problème s'il gère mal son équipe. C'est les propriétaires qui sont pas en accord, puis les joueurs. Souvent, puis ça, je comprends pas ça des joueurs. Un cap, ça nuit pas nécessairement aux joueurs. Non. Parce qu'il y a un tel pourcentage d'argent pour l'enveloppe salariale. Ben, que tu mets un cap ou non, c'est le même argent qui va être dépensé. Ce qui va être avantageux pour un cap, c'est qu'un joueur, les joueurs méritants souvent vont gagner plus. Oui. Mais ils n'ont pas de stade, par contre, aussi, pour amener une équipe, par exemple, à Montréal. Ça, un stade, ça coûte cher, puis ils n'ont plus de stade pour jouer dedans. Il y avait eu, à un moment donné, il y avait eu des rumeurs que Tampa pourrait peut-être déménager à Montréal parce que l'équipe, financièrement, allait vraiment pas bien. Ça a été abandonné, ça, ce projet-là. Mais là, puis les Rays vont mieux. Ils ont un changement de propriétaire. Puis les Rays, il y avait un problème de stade et tout. Ouais. Le toit, la toiture, c'était effondré dans l'ouragan. Là. C'est pas bonne place à Montréal. Puis là, l'année passée, on était obligé de jouer dans un autre stade à Tampa. Parce qu'à Tampa, il fait chaud. Ouais. Donc, ça prend un stade avec une toiture. Dans l'été, il fait chaud en Floride. Il fait trop chaud. Ouais. Mais l'année passée, ils ont joué dans un plus petit stade. Les circuits, ça n'avait pas de bon sens. Là. Des gars qui ont frappé 10-15 circuits plus que normal parce qu'ils jouaient dans ce petit stade-là. Eh bien, je pensais pas qu'on allait parler autant de baseball aujourd'hui. On a fait 3/4 de l'émission, mais on prend une courte pause et puis je voudrais qu'on se penche un peu sur le hockey. On verra. Il n'y a rien de moins certain qu'un retour des expos. Alors, on verra plus tard comment ça se dessine. Mais on prend une courte pause et par la suite, premièrement, bien sûr, un retour sur la belle victoire des Canadiens de Montréal hier. On va en parler et je veux voir ce qu'en pense Réal Berthelot aujourd'hui. Du retour du chemin de la victoire pour les Canadiens. C'est Parle, Jase Sport. Michel Galland, Réal Berthelot qui sont avec nous aujourd'hui sur le panel. Et puis quel bon match, Réal, des Canadiens de Montréal hier. J'avais hâte de voir. Et puis j'avais hâte d'écouter un match
et de ne pas avoir un but sur le premier tir là, ou le deuxième. J'étais content de voir Dobèche hier qui en a arrêté 9 là, avant d'en laisser passer un. Ça m'a fait comme un peu de bien parce que j'étais plus capable. Le match précédent, là, Montembeault qui était là, puis moi j'étais stressé pour le premier tir. Il arrête le premier tir, j'étais là, faut qu'il arrête le deuxième. Le deuxième passe, ça m'a découragé. Puis je me mets à la place des joueurs là, devant lui. On se demande pourquoi les performances des Canadiens étaient médiocres. Là. C'est pas décourageant pour les joueurs d'avoir toujours un but sur le premier tir? Ben, dans les 3-4 premiers tirs, là, ça joue. Un but, une fois de temps en temps, c'est correct. Montembeault, c'est la norme. Quand ça arrive à tous les matchs, là, à un moment donné, de tes joueurs en avant de toi, là, Ils sont stressés. ben, ils savent plus quoi faire. Ouais. OK? Ils viennent qu'ils jouent comme des poules pas de tête. Comme il est arrivé dans la semaine dernière, Bon. tu commentais les matchs, on était exactement là-dedans. Mais quand ils ont perdu contre l'Avalanche, Le 7-0, ça? ça 7 Non, à 2. 7-2, c'est vrai. Les 2 premiers buts, là, c'est pas la faute du goaler. Il y a Jack High qui s'est barré les pieds comme le badré. Ouais. Après ça, l'autre, si je me trompe pas, c'est Matheson. Là, je gagerai pas sur le Ah, nom. il y a eu plein d'erreurs défensives. Là. Ouais. Ça, c'est clair que c'est pas tout de la faute du gardien, mais... Il allait pousser le goaler. Fait que si c'est ton joueur qui s'en va badrer ton goaler, là, ça va pas bien, là. Non, c'est clair. OK? Il y a des grosses lacunes en défensive. Mais là, on a eu tout un match hier avec des Canadiens qui faisaient des jeux spectaculaires. On avait vu ça en début de saison, des jeux qui passaient partout sur Internet, dans les reels, tout ça, parce que c'était beau. Ouais. Ben là, hier, il y en avait du beau jeu. Hier, dans la première période, si ça avait pas été de Comrie, le Canadien comptait un 4 à 5 buts facile. C'était vraiment de toute beauté. Il a été écœurant. Là. OK? Ouais, le gardien était bon. Le gardien a été extraordinaire. Et aussi que j'ai pas aimé ça, c'est sur le but de Sheffley. T'as le premier trio qui s'en va contre le premier trio. T'as les Canadiens qui s'en viennent dans la zone défensive. Tu regardes Caulfield, qui a tout le temps l'habitude d'être rouvert au bout. Il se laisse glisser quasiment de la ligne du centre. Là. Puis t'as Suzuki qui fait la même chose. Quand ils se sont aperçus que c'était Sheffley devant le goal, là, il était trop tard. Il y avait la porte, là. OK? À 10 pieds devant le goal, là, le goaler, faut qu'il se fasse frapper. Mais là, il surveillait un autre jeu juste avant. Fait que le temps qu'il se déplace, il n'y a pas exactement le bon positionnement. Puis ils se sont fait rentrer le deuxième but, là. Là, je sais pas si c'est le deuxième ou le premier, mais d'accord. Mais moi, ce que j'aime beaucoup présentement, il y a un joueur qui est en train de sortir du troupeau. Là. Oh, que je sais qui tu vas nommer là. Puis, le numéro 20. Hein? Le numéro 20. Ah oui, oui. Le monde le critiquait. Il est arrivé dans la Ligue nationale à 18 ans. Là, tout le monde disait il y a un contrat 7 500 000. Puis c'est un premier choix C'est total. un premier Il faut choix qu'il soit total. bon. Ouais, ouais, ouais. Il commence à montrer pourquoi ce que les Canadiens ont été le chercher. Ils l'ont descendu sur le deuxième trio. Ils ont mis Demidov à sa place. Bolduc, excuse. Puis lui, là, il était en charge du deuxième trio. Puis Ça y a bien fait d'être avec des plus jeunes que lui, hein? ça lui a donné comme une motivation. Oui, il avait l'air du grand frère. Puis là, je suis certain de mon coup que Saint-Louis il a fait réécouter les matchs. Là. Regarde, c'est ça que je veux de toi. Ouais. Hier soir, moi, je pense qu'il a joué son meilleur match Moi aussi. depuis très, très, très longtemps. Et moi, je trouve que Lane Hudson a joué son meilleur match que j'ai vu hier aussi. Je le trouvais phénoménal, partout. Il était partout. Puis quand on dit... il me fait penser un petit peu... Ben, là, on va oublier les statistiques, là, mais il me fait penser un petit peu à Bobby Orr. Quand il décolle, il n'est pas arrêtable. Tu sais, puis à un moment donné, il a sorti, il y a 3 joueurs alentour de lui, puis c'est le plus petit de la gang. Puis là, il se fait brasser, puis il sort de là avec la puck, puis il fait une passe. Oui, c'était incroyable. Il y a des joueurs qui ont du talent dans cette équipe-là. À cette heure, qu'est-ce qui leur manque, là? Puis là, j'ai peur parce qu'il y a des blessés qui s'en reviennent que je voudrais pas qu'ils reviennent. Patrick Lainé, puis... Entre autres, là. Mais Goulet, on veut le revoir. Goulet, je l'aime, mais il joue trop gros pour la résistance qu'il a. OK. Ce qui arrive, c'est qu'il se blesse souvent en frappant. Ouais. Il n'a pas peur de personne. Mais il devrait. Il devrait avoir une petite Sans gêne. avoir peur, modifier son approche. OK. Si tu prends
Hudson, là, il mesure 5 pieds 8. Il peut pas se battre contre Zdeno Chara, là. Mais il va peut-être bien avoir une chance d'aller haut à la puck parce qu'il sait se servir de son bâton puis qu'il est agile puis qu'il est... Puis on voit qu'il est fort, Lane Hudson. Il est fort. Il est tout petit, mais on le voit là, plaquer des gars qui sont plus gros que lui, puis ça fait du dommage. Ça, t'apprends ça dans les arts martiaux, c'est le centre de gravité. Ouais. Lui, son centre de gravité est bas. Ouais. Fait que même s'il rencontre un gars de 6 pieds 4, là, il est en dessous du centre de gravité de l'autre. Fait que l'autre, il se fait frapper, Bon, ben, on a Réal qui connaît bien les arts martiaux, qui nous amène le petit côté centre de gravité. Non, mais c'est utilisé. C'est ça. C'est utilisé. Ouais. C'est ça qu'il utilise, lui-là. Là. Il n'y a pas de secret dans ce qu'il fait, là. Ah, c'est vraiment intéressant. Il n'y a aucun secret. La seule chose, c'est qu'il a le courage de le faire. Puis combien que le gars mesurera 6 pieds 3, il n'a pas peur d'y aller. C'est de la peur, là. Quand tu as peur de quelque chose, tu es déjà battu, là. C'est clair. Puis, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est sûr qu'il faut parler du dossier des gardiens. C'est sûr. Je veux qu'on parle de Montembeault et d'Aubèche. Michel aussi, c'est sûr que tu as vu ça passer sans suivre les Canadiens, là, jour après jour. Tu as vu que c'est une saga des gardiens, quand même, depuis un bout de temps, là. C'est la chaise musicale du côté des Canadiens de Montréal. Puis je pense que les défenses en avant d'eux autres ont peut-être pas livré non plus cette année comparativement à l'année passée. Je sais que vous aimez beaucoup Jack High, là, mais... Mettons, moi, si je serais une équipe, j'aimerais mieux d'avoir mon batteur, là, mon gars qui va brasser les cartes. J'aimerais mieux de l'avoir sur mon 4e trio que sur ma 3e paire à défense. Une 4e ligne, tu peux comme le cacher un petit peu. Il va jouer 7-8 minutes dans la game. Puis il va jouer dans les moments qui est moins important. Il va jouer à la première période. Coupe de chiffres dans la 2e, la 3e, on le voit plus. Mais tu peux pas faire ça avec un défense. Non. Ce qui arrive, c'est que des défenseurs, tu en as 6. Des fois 7, là, mais c'est rare. Tu en as 6. Fait que quand il y a un défenseur de puni, les autres ont plus de travail. Là, ce qui arrive, c'est que s'il y en a un deuxième qui est puni, là, en faisant un effort, là, tu te retrouves dans le trouble. Là, non seulement pendant 4 minutes, tu joues à 5 puis 4 défenseurs, mais en plus de ça, c'est que tu hypothèques les autres pour le restant de la game. Tandis que si tu es un joueur d'avant, comme Jack High, là, il a un bon lancer. S'il était joueur d'avant, OK? Tu vas me dire, il est gaucher, puis ils ont en masse des gauchers à l'avance. Mais lui, il est là pour son côté plus tough, là. OK? Mais tu le fais jouer sur un 4e trio, 8, 9, 10 minutes, là, c'est en masse. Il va avoir des chances de compter parce qu'il va être plus proche du filet. Si à un moment donné, il y a un jeu de puissance, il n'y a rien qui t'empêche de prendre Arbor Jacky puis mettre ça devant le goal puis dire « Hey, tu restes là. » Bien, quand je vous écoute, j'ai l'impression que ce que vous recherchez pour Arbor, on l'a avec son frère. Florian Jacky, qui lui, il joue en avant. Là. On l'a pas avec son frère parce que son frère sera jamais... Ben, d'accord, c'est mon opinion. Là. Ouais. OK? Mais je pense pas que... Florian, c'est un bon joueur de hockey. Il montera jamais en haut de 4. Il peut peut-être pouvoir dépanner un 3, mais pas à longue échéance. Okay. Arbor Jacky a un autre rôle. Tu me dis que... Moi, si j'ai le choix de choisir un des deux batailleurs, je prends Jacky. Pour défendre mon club, là, je parle. Je parle pas pour aller s'amuser. Arbor, tu veux dire. Arbor. Un des deux frères. Je prends Arbor. Mais par contre, tu prends un joueur qui fait... Il peut jouer au centre, Florian. Il a joué au centre à Laval. Là, si tu fais un 4e trio, avec Arbor Jacky à gauche, Florian au centre, puis Anderson à droite, ça commence à être dur à tasser, ça. Là. Mm-hmm. C'est ça que ça prendrait. OK. À ce temps, il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui décollent de l'arrière pour s'en aller en avant parce qu'ils ont passé leur vie défenseur. Il faut réussir à y mettre dans la tête qu'il serait bon à l'aile gauche un 4e trio, que son frère, il pourrait jouer avec son frère sur le trio, pas avec Anderson de l'autre côté qui pourrait les aider. C'est un vétéran, c'est un bon vétéran. Bon, est-ce que l'état-major des Canadiens nous écoute aujourd'hui à PPGG puis qu'ils vont faire des ajustements selon Réal? Ben, moi, je disais pas qu'on devrait le mettre en avant. Je disais que si je suis en équipe puis que je suis en train de construire mon équipe, mon bagarreur, je préférerais de l'avoir sur le 4e ligne que de l'avoir comme un défenseur. Tu sais. Ben, c'est parce que moi, je trouve pas qu'il y a... Il y a du talent parce qu'il est là, OK? Mais je trouve pas que... Il y a des joueurs qui s'en viennent qui ont plus de talent que lui. Puis Arbor Jacky, je veux pas le parler.
Parce que s'il s'en va à Toronto, s'il s'en va à Ottawa, s'il s'en va n'importe où dans la Ligue, il va venir nous planter. Ben oui, on a vu l'année passée dans les séries. La première série, Ils l'ont pas les fait deux jouer. premiers matchs contre Washington, les Canadiens se sont fait brasser. Pas Pas à à peu près. Puis là, Jack Eye a joué le troisième match, puis les autres après, puis là, ça a arrêté le brassage. Là. Ouais. Ils ont C'est ça. revenu dans la série. Fait que si tu te débarrasses de ce gars-là puis tu le donnes d'une autre équipe, Ouch! On veut aïe, pas, on veut pas, on veut on pas. veut pas ça. Non. On veut pas se faire blesser nos joueurs par Jack Vous avez Eye. vu comment serré que c'est, hein, les équipes dans l'Est? Les Flyers sont à, je pense, c'est 2 points d'être premiers dans l'Est. Ça, c'est incroyable, vraiment, aujourd'hui, Oui, à dire. ouais. Puis Michkov a bien fait récemment, hein, le jeune Michkov. Là, Ah qui... oui, lui, ben, il n'y avait pas de temps de glace au début. Il y avait une blessure dans l'été, puis il C'est était ça. pas en shape. Là, ouais. Il était pas en shape durant le camp. Finalement, là, il est en shape. Mais ils sont à 2 points de la tête de l'Est, mais ils sont aussi 2 points à être Du fond. avant-dernier dans leur division. Ouais, c'est grave. Hein. Non, c'est très, très C'est serré. 34, 34, 33, 33, 31, 30, 30, Ouais, 30. ouais. Ça n'a pas d'allure. J'ai jamais vu ça depuis que je regarde. C'est le hockey. vraiment quelque chose qui est extraordinaire parce que l'autre jour, j'avais regardé, puis je pense que les Canadiens étaient à 4 points de la tête, 4 points de la dernière position. Ouais. Fait que, tu sais, une game représente beaucoup, surtout si tu joues dans ta division. Ben oui. Ouais. Puis là, on est rendu à 27, 28 games. Là. On parle pas d'après 10 games. Là. Tu sais, Ouais. On est rendu, il commence à être creux dans la saison. Là. Ouais. Donc, ça pourrait être une saison assez excitante, surtout comme les derniers 5, 6 matchs, là, 10 matchs, parce qu'il pourrait y avoir plusieurs équipes. Ben, comme l'année C'est- passée. Ouais, ben ça pourrait être même plus que l'année Ah passée. oui, ça va être plus tête. Ouais, anyway, ça va Ouais. être le fun. C'est- Certain. Et puis, je sais pas si vous avez vu que, parce qu'on parlait des fois des Olympiques, mais là, quand les Olympiques arrivent, ça se pourrait bien que les joueurs jouent sur une patinoire plus petite que la Ligue nationale, tandis que d'habitude, on est habitué de voir aux Olympiques plus grand. Mais Ouais, là, c'est- c'est moins que 200 pieds. On parle de 197 pieds, ce qui est 3 en train pieds d'être de moins, construit. ouais. Qu'est-ce Ouais. que c'est que cette affaire-là? Ben, puis en plus, et on disait là, du côté de ceux qui recrutent les joueurs qu'on cherchait des plaqueurs, des gens qui sont capables de jouer physique et tout ça. Puis là, c'est d'autant plus important dans le sens que quand t'as pas beaucoup d'espace pour manœuvrer, pas évident. Mais on va prendre un appel. C'est le premier de l'émission aujourd'hui. On va le prendre. Parle, Jazz, on vous écoute. On va prendre un appel. Fermez la radio chez vous, s'il vous plaît. Oui. Oui. Juste une couple de choses que je vais vous amener, là, qui c'est un petit peu intéressant. Oui. Minnesota, en 2021, ils ont drafté 20e overall. Oui. C'est un choix qui a été tradé par Edmonton Oilers, parce que Edmonton voulait dropper deux spots. Le gars s'appelle Jesper Wallstead. Lui, il est backup. Dans 10 matchs, il est 8-0-2. Moyenne de .944 efficacité. Ah oui, 4 jeux blancs, lui, hein? En 6 9 matchs. matchs. Ouais. 58. 1.74 de moyenne. Oui. Pense-toi que si Edmonton, les Oilers, j'aimerais ça Ah oui. pour le scanner. Ah non, c'est clair. Là. Jesper Wallstead, non, franchement, lui, il est devenu le premier gardien recru depuis 1938 dans la Ligue nationale qui a enregistré 4 jeux blancs en 6 matchs. C'est justement ça. Ouais. Un Suédois, L'autre lui, affaire- hein? Hein? Un Suédois, lui. Oui. Puis une autre affaire que je vais ramener, il y a un nommé Alex Karmanov. Il joue sa première game dans le majeur d'Ottawa junior. Il a 7 pieds, 265 livres. 7 pieds? 7 pieds, 265 livres. Mais là, C'est le joueur le plus gros qui a joué de hockey dans les ligues pas professionnelles. Il joue, c'est majeur junior, mais les ligues organisées. ça fait peur. Là. J'ai quasiment pas le goût de Il est voir plus ça. grand que Charles. Ben oui, 3 pouces. Ils vont peut-être changer le filet en filet de basketball. Il joue avec le North Bay Battalion à North Bay, puis ils vont jouer hier soir contre Shania Sting. On va essayer de streamer ça, tu parles. Hey, vous m'intriguez, vous, là. Un joueur de 7 pieds, moi, j'ai jamais vu ça. Peux-tu imaginer Lane Hudson à côté de lui? Ou Caulfield ou Gallagher, tu sais. Gallagher, c'est pire. Juste hier, je voyais Gallagher passer à côté des joueurs des Jets, puis ça me faisait de quoi? Je trouvais que c'était
trop la différence. Ça en est un, là, que Gallagher, là. J'adore le joueur. Mais là, il est rendu qu'il faut qu'il change de rôle. Il n'y a plus de gaz à la tank. Ah, le mode dire de quoi qu'il marche sur le fiume, pas mal. Je sais pas si vous avez remarqué, êtes-vous d'accord? Gallagher est toujours à terre. Moi, je le regarde, puis ça me fait rire, là, c'est comme un running gag, mais à chaque fois que je regarde Gallagher, puis qu'il est proche de la rondelle, je le sais qu'il va tomber sur la glace, puis ça me fait rire parce qu'il tombe à chaque fois. Il bouge vite, puis il est toujours à terre. Ouais, peut-être que... Ça le rend pas bon, là, ça y enlève rien, il est vraiment bon, mais... Et qui est tout le temps sur la glace. Régent Houle était reconnu pour ça. Il l'appelait lance et tombe. Ouais. Peut-être quand il y a deux matchs en 2 soirs, peut-être la soirée un des deux. Oui, c'est ça. Puis le ménager pour la saison. Là. Ben, je reviens vers vous au téléphone. Ouais, Gallagher, pensez-vous que sa carrière achève? Je pense que c'est ça. Oui, les patins commencent à venir pesant pas mal. Puis le style de jeu qu'il a joué toute sa vie, là, c'est dur à jouer de même. Mais juste dire que hier, avec Anderson, là, sur son trio, ils ont été très, très bons. Très, très bons. Puis ils ont l'air de se comprendre. Gallagher et Anderson se font des belles passes. Ils savent son goût sur la glace. Il y a comme une chimie entre les deux qu'on aime bien là, pour l'instant quand même. Ouais. Je te dis pas qu'il est pas bon. Je te dis qu'il est plus capable de jouer 14-15 minutes par game. C'est vrai. Non. Ouais. C'est un peu comme les frères Kachuk. Hein, ça va pas durer longtemps, hein, le style de jeu qu'ils jouent. Ces blessures une après l'autre. Puis quand tu arrives à 700-800 matchs dans la ligue, on l'a vu avec Cam Neely, puis Lindros, puis les gars qui jouent de même, ça dure pas. Mike Richardson, un autre. Lindros, il s'est fait rencontrer par un dénommé Scott Stevens, par exemple. C'est comme ça qu'il s'est brisé le dos. Hein? Ben, non, il a une commotion cérébrale. C'est une commotion cérébrale. Kasperitis l'avait sonné une fois et tout. Et puis on revient vers vous au téléphone pour le dernier mot. On termine l'émission. Dernier mot, si les Maple Leafs gagnent les 2 prochains matchs, ils sont en égalité avec les Canadiens. Oui, c'est vrai. La semaine passée, c'était tout dernier. Oui, bon, ben ça va bien, les Maple Leafs. Est-ce qu'Austin Matthews, vous trouvez qu'il a un peu retrouvé son mojo? C'est pas Matthews pantoute, c'est les autres lignes. C'est ça. C'est plus les autres lignes qui ont... Toute l'équipe a commencé, comme ils disent en anglais, they bought into the program. Puis le système, c'est dur à atteindre. Puis ils ont eu beaucoup de blessures. Il y a juste 3 joueurs de Maple Leafs qui n'ont pas été blessés cette année jusqu'à date. Ouais. Juste 3. Tavares, McMahon, puis qu'est-ce qui est l'autre, là. En tout cas, juste 3 de l'équipe qui n'ont pas été blessés. Les gardiens aussi, hein, étaient blessés. Oui. Les 2 gardiens ont été blessés, oui. Ouais, puis ça, c'est... t'as besoin de tes 2 goalers. Aujourd'hui, c'est pas comme... L'an passé, ton goaler jouait 65 games. Là. C'est ouais. ouais. Puis Starler, j'ai pas sur la veille de jouer non plus. Là. Puis, personnellement, moi, Matthews, là, je pense pas que ça c'est un gars vraiment... Je me trompe peut-être, mais je pense pas que ça c'est le vrai capitaine de cette équipe-là. Ah, j'ai tout le temps dit, moi, j'étais en fureur parce qu'il a enlevé le C de Tavares. Ouais. C'est lui le cœur de l'équipe. Oui, puis il tient à Toronto. On voit qu'il joue à Toronto pour les bonnes raisons. Un gars local, oui. Ouais. Lui a pris... vous parliez de prendre moins d'argent. Ça, c'en est un qui a pris la moitié de ça qu'il a pas avoir. Ouais. Je dirais pas de la moitié parce qu'il y a quand même un bon contrat. Puis ça fait plusieurs années qu'il est à Toronto, mais il a laissé de l'argent sur la table. Il marche en fort, par exemple. Hein? Il vend moi, je l'ai tout le temps aimé, Tavares, moi. Ben, lui, il a fait de l'argent du monde, lui. Hein? Ah oui. Quand il était avec les Islanders, là, n'importe qui jouait avec, ça marquait 35-40 buts. Puis après ça, il signe avec une autre équipe. Ben, il y a un joueur qui avait joué avec Mario Lebu, il a compté 40 buts dans un goon. Là. Il a compté 40 buts. Il a pogné un contrat de retardé ailleurs, puis il n'a jamais été capable de compter plus que des buts. Kevin Stevens. Ouais. Kevin Stevens. Ouais. Puis là, les Islanders avaient Matt Molson, puis Parenteau et tout avait une grosse année là-bas. Gretzky avait fait compter 8 buts à Semenko, là. Hey. Bob Probert marquait 40 buts par année avec Yzerman. Oui, c'est ça. Rob Brown aussi, Pittsburgh.
Hey, mais déjà 10h06, messieurs, un grand merci pour votre appel. Et moi, je vais vous souhaiter bonne chance pour les Maple Leafs, mais je vais souhaiter que les Canadiens gagnent leurs 2 matchs en fin de semaine pour pas que les Maple Leafs les rattrapent avec leurs 2 prochaines victoires. Hein? Bonne chance, monsieur. On va y aller, ouais. Merci beaucoup. Et puis merci, Michel, aussi de t'être pointé ici en studio aujourd'hui, Réal. Même chose, ça a été un grand plaisir. Et puis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Go Habs Go. On va se dire Go les Leafs aussi. Et puis, Go Flyers pour toi, Michel. Ouais, mais on va voir. Moi, je suis encore un sceptique. Ils ont perdu Forrester pour 2 à 3 mois. C'était une lourde perte. Ouais. Et puis là, York s'est blessé hier. Je sais pas comment c'est c'est, là, mais s'ils partent York, c'est fini. Là. C'est le pilier à la défense. Ça. Ils s'en vont pour le bouillir. Là. Ouais. Ouais. Bien, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Lâchez pas les sports, messieurs. Et merci à vous d'être branchés sur CJSE. Merci beaucoup. Bonne semaine, tout le monde. Salut. CJSE, une station...